Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le jeudi 16 avril, bienvenue dans À l'air libre. À mes côtés aujourd'hui, Mathilde Gohanec. Salut Mathilde, quel est ton programme ? Salut Valentine. On va parler de l'école puisque Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des établissements à partir du 11 mai, ce qui semble mission impossible ou quasi impossible pour un certain nombre d'enseignants qu'on accueillera tout à l'heure. Et on a hâte de les entendre. À tout à l'heure Mathilde. Dans la première partie, nous donnons la parole à un restaurateur, une électricienne et un ostéopathe. Leur point commun, ils sont indépendants, artisans et pour eux, ce confinement est synonyme d'activité réduite, voire d'activité totalement à l'arrêt, donc pas de revenus et c'est ça qui est compliqué. On parlera aussi de la Chine et des autorités chinoises qui nient avoir voulu dissimuler l'ampleur de l'épidémie au début, sauf qu'il y a des preuves. La minute détente nous est offerte par la stand-upeuse Camille Lavabre. On terminera bien sûr avec les confinautes d'Usul et Cotentin. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général et alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages. À l'air libre numéro 22, c'est parti. C'est pas pour failloter auprès de mon patron moustachu, mais je mesure depuis 1 mois et demi l'immense chance d'être salarié en CDI. Mon salaire m'a été versé à 100% au mois de mars. Il devrait l'être aussi à la fin de ce mois d'avril. Pareil fin mai et ainsi de suite. Ma mission peut être effectuée en télétravail. C'est pas idéal, mais c'est possible. Ce n'est pas le cas de tous et de toutes, loin de là. Les restaurants, les entreprises de BTP, les artisans, les professions libérales, eux ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'impossibilité de travailler. Comment peuvent-ils s'en sortir ? Les aides de l'État sont-elles suffisantes ? Pour en discuter autour de la table virtuelle d'À l'air libre, Antoine Barré-Foncel, bonjour. Bonjour Valentine. Antoine, vous êtes directeur du restaurant La Menuiserie à Dijon. Sarah Lemaître, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une entreprise d'électricité générale avec votre mari dans le Vaucluse. Quentin Millet, bonjour. Bonjour. Bonjour Valentine. On vous a entendu, il y a du décalage, pas de souci. Bonjour Quentin, vous êtes ostéopathe en Isère. D'abord, chacun votre tour et je vais vous donner la parole. Pouvez-vous nous dire si votre activité est totalement à l'arrêt, si vous continuez un peu et dans quelles conditions ? On commence par vous, Antoine. Vous vous trouvez dans votre restaurant et je vois donc que les chaises sont sur les tables. Je suis même là, à titre anecdotique, on vient avec mon associé à peu près une fois par jour, quelques minutes pour faire le relevé du dernier congélateur encore ouvert, qui nous a permis de sauver quelques denrées. Mais sinon, nous, on bosse qu'en flux tendu avec des produits frais, donc on n'a pas de perte de denrées. L'activité est 100% à l'arrêt. Tous nos salariés sont au chômage partiel. Moi, je tiens à préciser que je me sens quand même serveur avant tout, bien qu'étant co-gérant et directeur de cette entreprise. Et les difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui, elles sont énormes, mais on reste optimiste pour l'avenir. Bon, optimiste, je le note. Et vous, Sarah, de votre côté, comment ça se passe ? Alors nous, de notre côté, on a été les 3 premières semaines complètement à l'arrêt. Pour notre part, on travaille principalement en B2B ou avec les administrations, pas forcément avec les particuliers. On n'est pas du tout dans le dépannage, on est plutôt dans le tertiaire, les constructions. Et là, les chantiers repartent, mais alors extrêmement au ralenti. C'est des finitions, en fait, mais c'est pas du tout ce qui permettra à l'entreprise de vivre. Hein, c'est pas ça qui assurera sa pérennité. D'accord. Et vous, Quentin, vous avez décidé, sans que cela vous soit imposé administrativement, d'arrêter vos soins. Je rappelle que vous êtes ostéopathe. Pourquoi ? C'est ça, comme beaucoup de professions libérales, on n'a pas eu de fermeture administrative, mais les conditions qui nous étaient imposées pour potentiellement prendre en charge des patients, c'est-à-dire des masques, toutes ces choses-là, nous, on n'avait pas accès, nous les ostéopathes, parce qu'on n'est pas professionnels de santé et on ne prend pas en charge les urgences vitales. Donc, grosso modo, la seule chose qu'on avait à faire déjà par déontologie, c'était de fermer et voilà, chez nous pour justement participer à l'élan national de confinement. Donc, pas d'activité de votre côté. Alors, je voudrais qu'on écoute Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, au début de la crise, il y a presque 1 mois. Muriel Pénicaud, elle serait pas contente, en fait, de voir que vous ne travaillez pas du tout. Mais
les entreprises qui jouent pas le jeu, qui se disent finalement l'État paiera et nous, ça nous regarde pas, eh bien, c'est pas du civisme. Et donc, moi, je demande aux entreprises aujourd'hui qui ne l'ont pas fait de réunir leurs syndicats, de réunir leurs salariés, de discuter les conditions de protection, de comment on va travailler, peut-être au ralenti, peut-être en travail alterné, certainement différemment, avec des conditions de protection. Ça sera pas comme d'habitude. Mais entre ça et tout arrêter, je pense que là, il y a un devoir de solidarité et d'engagement, y compris des entreprises. Alors, depuis, le ton a un peu changé, mais cette déclaration, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle vous met en colère, Sarah, par exemple, et qu'est-ce qu'elle signifie, cette déclaration? Bah, déjà, on constate qu'il parle quand même beaucoup des grosses entreprises. Il parle de télétravail, il parle de scène. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les entreprises, elles sont quand même constituées en majorité de petites entreprises, que ce soit les auto-entrepreneurs, que ce soit les personnels libéraux, que ce soit des TPE. Les grosses entreprises, elles ne sont pas majoritaires en France. Hein, c'est les petites entreprises qui font quand même marcher l'économie. Là, vous n'avez pas mis tout tout ce qu'elle avait dit dans sa globalité, mais elle parlait aussi, par exemple, pour ceux qui sont dans le BTP, d'avoir à employer. Faut-il déjà avoir la possibilité de fournir un véhicule par employé? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à nos clients, on va compter 2 déplacements? C'est pas possible. Je parle évidemment de l'aspect financier, on va dire, parce que si on parle sur l'aspect sécurité, même si le bâtiment est une grosse chaîne sur le marché économique, on est toujours laissé pour compte. Hein. Donc sur le plan de sécurité, les masques, c'est même pas la peine, les gels, c'est même pas la peine. Là, on a un fournisseur, en fait, une coopérative avec qui on travaille, qui commence à recevoir des gels. Mais on va pouvoir donc en avoir un peu, mais ça ne veut pas dire qu'on aura les masques, ça ne veut pas dire qu'on aura les gants. Ça veut dire que les équipes, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans le bâtiment, toute la chaîne logistique, on est tous liés les uns aux autres. Donc si le plaquiste ne travaille pas, l'électricien ne pourra pas intervenir. Et ainsi de suite. Mmh. Et si on se croise sur les chantiers, ça veut dire qu'il ne faut pas des distances de sécurité. En fait, possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai envie, là, à un moment donné, franchement, de venir sur le terrain. Je les invite à venir sur le terrain et à voir en fait les choses qui sont possibles, parce que c'est très sympa hein, dans les beaux discours, mais dans la pratique, c'est pas possible ce qui se passe. Vraiment, c'est pas possible. Nous, on fait partie de la CAPEB, qui est quand même un des syndicats qui représente et qui essaye au mieux de défendre au niveau gouvernemental le BTP, mais voilà, on se bat contre un mur, contre des oreilles. Les gens, ils sont complètement fermés, quoi. Voilà, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'ils sont complètement fermés. Et ça touche tous les secteurs du BTP, même si je défends notre cause aujourd'hui. Bien sûr. Alors justement, Quentin, vous qui êtes ostéopathe, vous avez donc suspendu totalement votre activité. Antoine, je vous pose la question aussi parce que vous aussi, vous êtes totalement à l'arrêt. Elle a donc un coût très fort pour vous, cette suspension d'activité, un coût sonnant et trébuchant, mais aussi peut-être pour la survie ensuite de votre activité. Est-ce que vous trouvez que les aides de l'État sont suffisantes ? Là, je vais parler en tant qu'ostéopathe, mais aussi, je pense, la parole de beaucoup de professionnels de santé, profession libérale. Le souci, c'est que nous, comme quand on prend des vacances, c'est pas le plaisir, c'est des congés sans solde qu'on prend. Donc, ça veut dire que si je prends mon cas personnel, le premier mois de confinement qui vient de passer, j'ai 0 qui rentre dans les caisses, comme pour beaucoup d'autres indépendants. Sauf que derrière, on a des charges qui sont quand même à payer, même si elles sont par la suite décalées. Hein. Ils nous font un report de charges, mais on les devra quand même, 0 qui rentrent dans les caisses. Donc, les aides, c'est bien, mais on sait qu'elles vont partir en grande partie pour finalement payer l'URSSAF et nos caisses. Sachant qu'en plus, on l'a fait, comme je vous le disais tout à l'heure, par déontologie. Je sais qu'il y a certains, les médecins libéraux, ils n'ont pas le choix, hein, parce qu'il faut continuer à soigner les gens pour des urgences. Il y a certains kinés qui ont justement des soins d'urgence parce que eux, ils ont des soins d'urgence. Nous, en ostéopathie, il n'y a aucun soin qui est urgent, donc on n'a aucune raison de rester ouvert et surtout, on n'a pas le matériel qui permettrait de le faire. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve ça très gentil que Madame Pénicaud nous dise qu'elle veuille et toutes les professions ne le peuvent pas. Et beaucoup de professions libérales, je parle même au nom presque de toutes les thérapies manuelles, nous, à partir du moment où on touche les gens, on n'a aucun moyen de pouvoir travailler, non pas pour nous, mais surtout pour les patients. Antoine ? Alors,
Nous, il y a deux situations. Il y a celle de François, qui est mon associé, et moi qui sommes tous les deux co-gérants associés. On est dans la même situation que Quentin, c'est-à-dire que nous, les salaires qu'on se verse tous les mois, ils ne sont pas pris en charge par le chômage partiel. Et donc ça, c'est une perte sèche, c'est de l'argent qu'on se verse quand même, et on estime, moi j'ai fait les calculs, à 3 000 € par semaine la perte sèche, sachant que la majeure partie de cette perte est le loyer qu'on nous a autorisé tant bien que mal à reporter, mais il a fallu montrer, ça a été vraiment honteux, la façon, ça me révolte au même titre que les paroles de Muriel Pénicaud, qui ne se rend absolument pas compte de ce que c'est d'obliger les gens à aller travailler. Disons que voilà, le sentiment, il est partagé. J'ai envie que les choses, je sais qu'on mettra plusieurs années en faisant un emprunt à éponger ces pertes. Je pense qu'on y arrivera. Je suis déçu parce que c'est les salaires de tout le monde qui pourront probablement pas être augmentés, des investissements qu'on voulait faire, sachant qu'on est une toute petite entreprise et qu'on a des valeurs sociales, on se réveille pas le matin pour faire de l'argent. Et à côté de ça, c'est quel modèle on reconstruit, c'est-à-dire que des aides, c'est bien, on a réfléchi à des solutions pour essayer de limiter la casse, mais quelles sont-elles et à quel risque on s'expose en tant que restaurateur? Nous, on avait une toute petite partie de notre offre qui était de la vente à emporter. On avait des box, des boîtes consignées en verre, et ça représentait une petite part de notre activité. On a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas ça ?» En fait, si on veut respecter les règles sanitaires et ce confinement, pour la sécurité et la santé de tous, tout ce qui est à mettre en place devient complètement pharaonique pour un gain, ou plutôt pour limiter une case qui finalement, en faisant un emprunt bancaire à taux zéro aidé par la région sur plusieurs années, sera épongeable. Donc nous, on a estimé que par exemple la vente à emporter, les risques que ça représentait d'un point de vue sanitaire et de mise en branle des fournisseurs locaux avec qui on bosse, qui en plus eux en ce moment sont débordés, ont des problèmes logistiques parce que les maraîchers ils ont et les éleveurs il faut qu'ils continuent à nourrir la population, nous les premiers. Et je pense qu'il est plus important aujourd'hui de nourrir la population que de venir permettre à des entreprises comme la nôtre de gagner 3 sous. Attention, ça ne regarde. Je pense que c'est pas une position qui peut être généralisée. En tout cas, c'est c'est celle qu'on a analysée nous. Et puis il y avait aussi les plateformes de financement participatif. Nous, on en avait fait un à l'ouverture. Ça nous avait permis de démarrer correctement avec de la trésorerie et puis de faire une communication. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart de ces initiatives-là, qui peuvent paraître louables, et permettront à des confrères de lever des fonds en amont. Elles sont soutenues par des industriels de l'agroalimentaire avec qui on partage pas les valeurs, on se reconnaît pas dans ces gens-là, et c'est eux qui nous ont mis indirectement dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Si on n'avait pas détruit les écosystèmes, si on n'avait pas détruit les services publics par un ultralibéralisme absolument sans limite, peut-être qu'on vivrait cette crise sanitaire différemment et moins durement. Donc, voilà, on a… Oui. Et justement, vous dites que vous avez contracté un emprunt à taux zéro, etc. Là, vous êtes dans le cas précis de la restauration qui ne va pas se déconfiner dès le 12 mai, le lendemain du 11 mai, sans doute bien après. Les restaurants ne vont pas rouvrir après le 11 mai. Vous pouvez tenir combien de temps ? Alors, on a estimé que là, je pourrais faire les avances, parce qu'il y a deux choses. Il y a les avances de trésorerie que nous devons faire, par exemple,
payer les loyers de tout le monde et ces avances, elles doivent se faire avant de recevoir les indemnités de chômage partiel, par exemple. Et donc, elle est là, toute la difficulté, c'est que moi, je garde de la trésorerie, je n'ai pas payé l'URSSAF, je n'ai pas payé, par exemple, les 4 000 € d'URSSAF du mois de février, des salaires de février, pour pouvoir provisionner un petit peu plus, pour pouvoir avancer les salaires, laisser le temps à notre gestionnaire de paye, notre cabinet comptable, de faire les feuilles de paye pour que moi, derrière, je puisse faire les demandes d'indemnisation de chômage partiel qui devraient arriver. C'est ce que j'ai fait ce matin, pour être précis, parce que tout prend pas mal de temps, et en espérant que ça arrive d'ici la fin du mois. Je vais pouvoir faire les avances de salaire ce mois-ci, et j'espère Donc, pouvoir le faire fin mai. Mais en tout cas, on ne paye plus notre loyer, on ne paye plus l'URSSAF. Je n'ai versé d'argent uniquement à nos fournisseurs, et voilà, parce que c'est des producteurs locaux, des gens comme nous, que des indépendants avec qui on travaille, et ça me semblait important de leur permettre de vivre. Et là, on est déjà en négatif. En fait, en réalité, et la trésorerie sera à 0. Je l'espère pas avant mi-mai, parce que on n'a pas encore contracté le prêt. Là, on attend aussi le montant qu'il va falloir qu'on emprunte. Est-ce que c'est 20 000? Est-ce que c'est 30 000? Est-ce que c'est 50 000? En fonction des aides qui sont annoncées par l'État. Voilà. Alors justement, sur les aides, l'État a mis en place un fonds de solidarité, 1 500 € pour les indépendants, les artisans. Ça n'a pas été simple ni très clair, et donc il y a 2 jours, Bruno Le Maire a précisé les choses. On l'écoute et on en parle. Le forfait mensuel de 1 500 € augmenté. Tout à l'heure, j'avais un auditeur d'RFC qui me disait « Mais moi, j'ai créé mon entreprise au mois de janvier. Je n'ai pas droit à ce forfait. Mon entreprise est morte aujourd'hui. » Eh bien, il y aura droit parce que nous allons modifier ce fonds de solidarité. Comme on l'a mis en place en urgence, on voit bien que, d'abord, il a rencontré, je le redis, un grand succès, 900 000 entreprises qui s'y sont inscrites. Et là aussi, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Bon, j'ai eu ces 1 500 €, c'est pas le Pérou, mais enfin, au moins, j'ai de quoi vivre. » On va le compléter pour tenir compte de toutes les critiques qui ont été faites à ce fonds de solidarité pour l'améliorer. D'abord, il y a un premier étage à 1 500 €, celui-là va être maintenu. Mais il y a un deuxième étage qui est financé notamment par les régions, qui lui était plafonné à 2 000 €, qui était réservé pour des entreprises de 5, 6, 7 salariés, qui avaient besoin de plus de 1 500 € et qui, si elles ne touchaient pas davantage, pourraient être menacées de faillite. Ce deuxième étage, il va être porté de 2 000 à 5 000 €. Voilà, ces aides, elles ont été précisées, elles sont censées toucher plus d'entrepreneurs. Quentin, puis Sarah, est-ce que ça vous convainc? J'ai envie de dire, j'espère que ce ne sera pas un effet d'annonce comme on a presque eu il y a un mois avec la première aide d'État de 1 500 €, où les conditions pour aller toucher, une fermeture administrative, ce qui touchait quasiment personne, ou alors au tout début avoir une perte de 70% du chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. Autant dire que ça touchait encore personne, parce qu'en ayant fermé au 15 voire 16 mars 2020, on avait déjà fait 50% du mois. Donc c'est impossible de faire 70% de perte en ayant déjà fait 50% du mois. Donc en faisant pression, nous, les professions libérales, par l'UNAPL principalement, qui se sont groupées, ça a réussi à être en démarchant aussi pas mal les députés et les sénateurs de toutes les régions et départements, c'était ce qui a permis d'ouvrir l'aide à beaucoup plus de monde. Pardon, je vous interromps, mais c'est ce que dit l'extrait. La moyenne va être faite sur 12 mois. Oui. Donc, ça fait quand même une petite différence. Mais est-ce que, malgré tout, c'est suffisant? Est-ce que 1 500 € c'est le bon chiffre? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui va se dire que 1 500 €, ce sera 1 500 € qui rentreront dans les poches, sauf que deux collègues qui sont là aussi savent très bien que les 1 500 € vont servir principalement déjà à remplir les caisses professionnelles pour pouvoir payer toutes les charges qu'on aura à payer, parce qu'il faut quand même qu'on garde un peu pour quand on va rouvrir, et qu'il faudra de nouveau payer les charges qui ont été reportées, mais on n'a pas été exonéré de toutes les charges URSSAF et des différentes caisses auxquelles on cotise.
Donc, une grande partie de ces 1 500 € vont servir justement à payer tout ce qu'il va falloir qu'on rattrape plus tard. Et c'est pas ça qui va nous rentrer dans les poches pour pouvoir vivre au quotidien. Celui qui est tout seul, qui a un loyer à payer, ça va être compliqué pour lui de réussir à vivre avec seulement 1 500 €. Antoine, une réaction et puis on terminera avec Sarah. Justement, je pensais à Sarah, les 1 500 €, en plus, ils concernent l'entreprise. Quand on est seul, on va dire gérant, donc que ça soit assimilé salarié ou en tout cas ne pouvant pas bénéficier du chômage partiel, moi, si je gagnais 1 500 € net par mois, ça serait le Pérou. Mais en revanche, là, déjà, on est deux. Donc, ça représente 1 500 € pour 2 personnes. Et comme dit Quentin, évidemment, si c'était du salaire, ça serait bien. Mais en réalité, c'est une aide qui sert à payer tout. Et moi, je suis surtout révolté par le manque de compassion, par exemple, qu'il peut y avoir du côté des agences immobilières qui, sous couvert de responsabilités financières, de créanciers à devoir payer, sont complètement déconnectés des réalités auxquelles on doit faire face et de l'argent qu'on leur permet de faire fructifier. Parce qu'en réalité, c'est le fruit de notre travail, nous, tous les jours, et ceux des travailleurs de quotidien qui permettent de faire fructifier les investissements immobiliers. Donc, Sarah, et on termine. Alors moi, j'aimerais revenir sur quelques petits points concernant l'emprunt déjà. C'est un emprunt où l'État, d'accord, c'est un taux à 0,25%, mais en petite ligne, en fait, c'est un taux à 0,25% pendant 1 an. C'est-à-dire que si à la fin de ces 12 mois, vous n'avez pas fait le remboursement total de l'emprunt qui vous a été donné, en fait, après, vous aurez un taux, la banque nous l'a dit au téléphone, ils ne savent pas. En fait, le montant du taux, il sera aléatoire. Ce sera en fonction du marché économique, en fait, de la valeur économique. Donc, on peut très bien se retrouver à des taux, mais tellement exorbitants qu'au final, l'entreprise, elle se noiera. Première chose. Deuxième chose. Concernant les 1 500 €, nous, en mois de mars, puisqu'en fait, c'est sur le mois de mars, s'il y a de 70% par rapport à l'année 2019, on pouvait bénéficier de ces 1 500 €. Nous, ça a été notre cas, puisqu'en fait, on commençait des chantiers, on n'avait pas encore facturé. Donc, vu que les chantiers dans le bâtiment, d'une année à l'autre, ça n'a rien à voir. Et donc, le chiffre d'affaires mensuel peut effectivement changer. On a été dans ce cas-là. À ce jour, ces 1 500 € n'ont toujours pas été, sachant que de base, ils devaient être perçus sur le compte personnel de mon mari notamment, parce qu'en fait nous on travaille ensemble, lui il est gérant assimilé salarié, moi je suis salariée dans l'entreprise, et finalement on a reçu un mail de notre expert comptable comme quoi c'était la société qui allait le percevoir. Donc 1 500 €, clairement, non, c'est pas assez si c'est la société qui le perçoit. Comme disait Antoine, pardon, si c'est 1 500 € dans notre poche, c'est super. 1 500 € dans l'entreprise, nous aussi aujourd'hui, elle est déjà à découvert. Les frais bancaires ne sont pas, côté là, on va devoir quand même les payer. Les charges sont reportées. Très bien, mais à un moment donné ou à un autre, il va falloir quand même les payer et il faut le temps que la machine de l'économie se remette en route et qu'on refasse appel aux artisans. Nous, on travaillait beaucoup, enfin de plus en plus avec les administrations puisqu'on s'est développé dans la pose de bornes de recharge pour les voitures électriques et les administrations vont être dans l'obligation d'équiper 30% de leur flotte automobile. Donc, on a voulu développer ce marché-là. Elles aussi sont touchées. Tout est temps que ça reparte à un moment donné, on va quand même se retrouver ça va être très long. Encore une fois dans un cercle vicieux. Ça va être très long où les entreprises, l'État demande aux entreprises et aux ménages en fait de faire des efforts, mais ça fait des années qu'on est en restriction budgétaire. J'ai cru entendre qu'on parlait de récession aujourd'hui, mais à un moment donné, où est l'État-providence? Enfin, franchement, je pense qu'aujourd'hui, moi j'attends aujourd'hui que l'État mette vraiment la main au porte-monnaie. Ils savent trouver des mises quand ils en ont besoin. Aujourd'hui, les Français en ont besoin. Ils font le sacrifice, entre guillemets, pour leur santé et très bien pour le personnel soignant. Il y a des associations qui se créent pour aider les hôpitaux. C'est très bien, franchement, je les salue. Mais le côté néfaste de ça, et je pense qu'il faut le souligner, comme pour les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge, c'est qu'en fait, ces associations substituent l'État.
On a bien compris votre message à tous les trois. Okay. Je vous remercie d'avoir participé à l'air libre. On espère que Bruno Le Maire, entre autres, vous aura entendu. En tout cas, merci le message, c'est plus d'État-providence. Merci Antoine Barré-Foncel, vous dirigez le restaurant La Menuiserie à Dijon. Plus d'écologie également. Sarah Lemaitre. Merci Valentine. Entreprise d'électricité dans le Vaucluse. Quentin Millet, ostéopathe en Isère. Bon courage à tous les trois. À très bientôt. On prend des nouvelles de la Chine. Les autorités chinoises ont-elles tenté de dissimuler au départ l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 ? En tout cas, elles continuent de nier, sauf que les preuves s'accumulent. Pour en parler, j'accueille François Bougon. Salut François. Salut. Tu es responsable du pôle international à Mediapart, spécialiste de la Chine. Dans ton papier du jour sur les silences coupables de la Chine, tu évoques des documents officiels chinois révélés par l'agence AP qui prouvent que la Chine a mis 6 jours à alerter ses citoyens. Oui, alors il y a des doutes depuis assez longtemps et les doutes au départ étaient plutôt sur les chiffres. Donc beaucoup de questions sur est-ce que les Chinois ont minimisé le bilan. Là, ce que ça nous permet de voir, en tout cas, ça permet de comprendre ce qui s'est passé. Et les documents que EPI a obtenus, qui sont assez intéressants, proviennent notamment de la Commission sanitaire nationale. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'entre le 14 et le 20 janvier, c'est le moment où Xi Jinping apparaît à la télévision et parle pour la première fois de la crise, il y a eu 6 jours au cours desquels la situation a été tue d'une certaine manière. En tout cas, la gravité de la situation était connue, puisque le 14 janvier, il y a une réunion organisée par le président de la Commission nationale de santé qui réunit par visioconférence tous les chefs des provinces de cette commission. Et donc là, il brosse un tableau qui est assez sombre en fait. Il parle d'une crise qui est grave, complexe. Il dit que c'est un défi plus grave que l'épidémie de SRAS de 2003. Donc, entre ce moment-là, et ils enclenchent aussi un certain nombre d'actions, et notamment, ils mettent en place 14 groupes de travail dans divers domaines, à la fois pour la formation, pour lever de fonds et tout ça. Et donc, il y a 6 jours durant lesquels, officiellement, les responsables disent au public que non, par exemple, il n'y a pas de transmission intra-humaine, interhumaine, d'homme à homme, d'être humain à être humain, alors qu'au cours de cette réunion, on dit, bah oui, c'est possible en fait. Ouais, donc en fait, ce silence, il est coupable parce que des cas auraient pu être évités. Oui, le silence, il est coupable d'abord pour les Chinois, pour les citoyens chinois. C'est-à-dire que, et c'est intéressant de voir qu'auparavant, ce qui s'était passé aussi, c'est que lorsque un groupe des médecins ont commencé à sonner l'alerte, à lancer des alertes, ils ont été réprimandés, ils ont été sermonnés, ils ont été convoqués par la police. Et l'une des personnes qui est à l'origine de toutes ces informations, c'est la chef du service des urgences de l'hôpital central de Wuhan, et qui, elle, a donné un témoignage dans un journal chinois début mars, article qui a été censuré par la suite, mais qui circule aujourd'hui sur un certain nombre de sites en chinois. Et ce qu'elle raconte est tout à fait incroyable. C'est-à-dire qu'elle voit tout de suite, elle pense que c'est le SRAS retour. Et ce qu'elle met en place, en tout cas dans son service d'urgence, c'est des protections pour les personnels soignants, parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils ont payé un très lourd tribut au début de cette épidémie. Et donc, vous avez ça, vous avez aussi les autorités locales qui essaient d'étouffer l'affaire, et puis vous avez aussi ces 6 jours où les autorités nationales n'ont pas vraiment en tout cas, n'ont pas officiellement alerté le public chinois. Et alors, ce silence, il alimente aussi du coup les plus folles spéculations. Il y a notamment cette affirmation selon laquelle le virus provient d'un laboratoire de Wuhan. Et le parcours de cette information interpelle. Alors, ça, c'est une information qui est là depuis plusieurs semaines. Alors, tout d'abord, on a dit parce que vous avez ce qu'on appelle l'Institut de virologie de Wuhan, vous avez des gens qui travaillent, notamment une équipe d'une chinoise qui s'appelle Shoucheng Li, qui notamment a été formée en France, à Montpellier, et elle travaille sur le SRAS, elle travaille sur les chauves-souris. Et donc,
est apparu un certain nombre d'articles ou d'accusations sur les réseaux sociaux chinois qui utilisent une controverse qui avait éclaté en 2015 dans la presse scientifique parce qu'elle appartenait à une équipe qui avait créé une sorte de faux virus à base qui était lié à une cellule du SRAS de 2003. Et donc, il y avait une controverse à l'époque parce que certains disent que c'est très dangereux de faire ce genre de choses. Et cet article-là a été utilisé récemment en disant, bah, regardez, en fait, c'est ça, voilà, c'est ce virus qui s'est échappé de cet institut. Donc, en fait, ça, c'est faux. Les scientifiques, en tout cas les spécialistes, disent que l'épidémie n'est pas provoquée par un virus qui a été fabriqué en laboratoire. Mais là, ce qu'on a maintenant, c'est des doutes sur, en tout cas, c'est alimenté par certains, et notamment aux États-Unis, c'est le fait que l'ambassade américaine aurait alerté en 2018 sur le contrôle défectueux en matière de sécurité de cet institut. Donc, c'est utilisé par un certain nombre de gens aux États-Unis pour dire bah, c'est peut-être de là que vient le virus. Et c'est très relayé par la chaîne Fox News, par exemple, qui... Alors, oui, pour l'instant, on n'a aucune preuve. Les sources, en tout cas, les sources sont assez faibles. Ça a été relayé par un journaliste américain qui a publié une tribune dans le Washington Post. Et puis, le lendemain, c'est-à-dire hier, par la chaîne Fox News sur son site Internet. Et alors, il y a beaucoup de doutes quand même sur la capacité, en tout cas, il y a beaucoup de certitudes sur la capacité de Fox News à relayer des fausses informations qui seraient favorables à Trump, parce que la stratégie de Donald Trump aujourd'hui, c'est de blame China, c'est de dire tout est de la faute de la Chine, ils nous ont rien dit, ils nous ont caché, donc aujourd'hui on se retrouve dans la panade à cause de la Chine. Sauf que en janvier, quand la Chine se trouvait en pleine pandémie, en pleine épidémie, Donald Trump tweetait pour dire à quel point il trouvait que la Chine était transparente et faisait un super boulot, et il remerciait Xi Jinping au nom du peuple américain. Oui, effectivement, aujourd'hui, la Chine a bon dos pour Donald Trump. Toute dernière question rapidement, parce qu'on a plus le temps. Les relations entre la Chine et les pays d'Afrique sont tendues et à cause de la façon dont est traitée la diaspora africaine en ce moment en Chine. On le voit notamment sur cette vidéo publiée par un blogueur nigérian où visiblement un ressortissant nigérian se fait embêter par la police chinoise. C'est quoi? C'est la crainte de la deuxième vague qui provoque des comportements ouvertement discriminatoires, voire racistes? Oui, exactement. Alors, la première vague, ceux qui étaient victimes de discrimination, c'était les propres Chinois, les habitants du Hubei. Et là, aujourd'hui, ce sont plutôt les étrangers parce qu'on craint tous ces cas qui viennent de l'étranger, et en particulier les Africains à Canton. Et certains ont été expulsés de leur logement ou sont refusés par les hôtels et dorment dans la rue. Donc, ça a provoqué une crise diplomatique avec l'Afrique, et la Chine est aujourd'hui obligée de faire pression sur les autorités locales pour essayer de résoudre la situation. Ouais, et tu as écrit un papier assez détaillé dans le journal sur le sujet que je vous invite à lire. Merci François, tu diriges le pôle international de Mediapart. La Minute Détente nous est offerte par la stand-upeuse Camille Lavabre, que vous pouvez aller voir au Paname à Paris, enfin quand les salles de spectacle rouvriront. En attendant, elle est dans À l'air libre. Salut spectateurs de Mediapart. Ça me fait bizarre de parler à un inconnu qui me répond pas. J'ai l'impression d'être un dealer en galère. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon passé. Alors, sache que pour la première fois depuis le 16 mars, je me suis habillée, maquillée, coiffée. J'ai même mis du déodorant. Déodorant que j'avais jusqu'à maintenant totalement délaissé, à tel point qu'il est devenu vert, et mes aisselles ressemblent alors à une belle pelouse d'été. Oui, ma pilosité est à l'apogée de sa carrière. Elle va recevoir un prix là. Je suis à un stade où mes aisselles, elles ont des dreads. Mes aisselles, elles se baladent en Sarwell. Mes aisselles, elles portent des bijoux en bois. C'est bien simple, si on faisait un biopic sur Florent Pagny, mes aisselles, elles auraient le premier rôle. Ma liberté de penser. Je vais te dire, mes aisselles, c'est bon, je crois qu'on a l'image. Alors, depuis le début du confinement, j'ai observé pas mal de changements dans ma vie. D'abord, ça y est, je m'intéresse enfin à la politique. C'est comme ça que j'ai appris qu'en fait, Boris Johnson, c'était pas une marque de cigarette. Je me suis mise au sport. Je fais 300 abdos par jour, tous les 32 jours. Je suis passée d'une moyenne quotidienne sur Instagram de 1h08 à 8h01, ce qui fait que mon téléphone est actuellement en surchauffe. Il vient d'atteindre les 220 degrés thermostat 8 et je peux à présent faire cuire un magret de canard dessus. Je suis devenue alcoolique mais n'ai toujours pas rappelé mon ex. Je mange 9 fois plus qu'avant. Mais là ça fait 2-3 jours que j'essaie de faire attention quand même. Donc je mange pas mal de légumes verts. Le problème c'est que j'aime pas trop ça les légumes verts. Donc souvent pour faire passer le goût je me fais une bonne raclette après. Astucieux.
Tous les jours, j'essaie de lire Sapiens de Yao Nao. J'essaie de lire Sapiens et franchement, la couverture est jolie. Hein. Tous les matins, je me lève en me disant que je vais écrire un film, un roman, un essai, ma biographie. Et finalement, tout ce que j'ai écrit, c'est tant de cuisson d'un magret sur un écran d'iPhone, dans Google. Parfois, je fais rien d'autre que m'allonger sur mon lit et écouter Brothers in Arms de Dire Straits. Parce que oui, l'avantage avec le confinement, c'est qu'on peut enfin justifier sa dépression, me disait Benjamin Biolay. Alors j'ai également perdu toute notion du temps. L'autre fois, j'ai appelé un pote en plein après-midi, vers 3h du matin. Ouais, il m'a pas répondu, évidemment. Il était occupé, il faisait son cardio. Tous les jours, je vis la même journée. D'ailleurs, hier, à la même heure, je me disais que tous les jours, je vivais la même journée. Peut-être que la solution, ce serait de boire encore plus et de faire un blackout par jour. Alors je sais que je devrais profiter de cette période pour voir ou revoir les grands classiques du cinéma, pour lire tout Proust, Nietzsche et autres Pascal. Mais honnêtement, ça prendrait trop de temps et j'ai un Sims à nourrir. Enfin, mes journées n'ont plus de sens, plus de but, plus d'horaire et... que vous dire à part que... Ben, finalement, c'est pas mal le rosé dans les chocs à pic. Au revoir. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. Merci Valentine. C'est donc parti pour cette deuxième partie d'émission consacrée à l'école, déconfinée cette fois-ci. Est-ce que Emmanuel Macron achète la paix sociale et celle des ménages en renvoyant les enfants en classe le 11 mai prochain? Sauve-t-il l'économie française de la totale déroute? Prend-il ce faisant un immense risque sanitaire? 3 jours après son allocution, le discours du président pose en fait plus de questions qu'il n'offre de réponses. Et les premiers concernés, à savoir les enseignants et le personnel de l'éducation nationale, ont d'ailleurs découvert, comme le reste de la population, et même a priori... comme leur ministre, cette date du 11 mai à la télévision. Pour savoir comment ils réagissent, et en complément du papier de ma collègue Faiza Zerwala, publié mardi sur Mediapart, 3 invités avec nous pour ce plateau. Marianne Collard, qui est ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans l'Hérault, et syndicaliste au sein de Sud Collectivité Territoriale. Cécile Butichier, professeure de français dans un lycée à Marseille, syndiquée au SNES, et Saïda Chbia Nicolas, enseignant dans une école primaire à Bagnolet et adhérente à Sud Éducation. On va commencer peut-être par vous, Saïda, puisque vous êtes professeur donc, des écoles dans une classe à Bagnolet, dans une école classée REP pour Réseau d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Et vous avez un peu d'expérience en matière d'enseignement sous confinement, puisque vous êtes porté volontaire pour recevoir les enfants de soignants à l'école au cours de ce mois passé. Et donc, je vous propose d'entrée de jeu de regarder ce court extrait vidéo avant de vous poser une première question. Dans cette école maternelle, 2 enseignants volontaires munis de masques accueillent ce jour-là 8 enfants de personnel soignant. C'est important que ces groupes restent des groupes petits et non pas de petits groupes, mais une multitude de petits groupes dans les écoles. Donc 8 élèves dans une école et surtout une maternelle, c'est largement suffisant puisqu'il faut tout désinfecter en permanence. Dès leur arrivée et plusieurs fois par jour, les enfants se lavent les mains méthodiquement. Comme ça, on croise les doigts et on frotte. Comme ça. Ensuite, le hérisson qui frotte. Dessus, on frotte comme le petit serpent. Et toutes les heures et demie, 2 agents de la ville nettoient l'école. Les points de contact sont désinfectés, ainsi que les tables, les chaises, selon un protocole bien établi que nous avons établi ensemble pour que l'école soit au niveau hygiène le plus propre possible. Alors, Saïda Chbia Nicolas, c'est simple. Est-ce que cela ressemble à l'expérience que vous avez vécue, vous, à Bagnolet ces dernières semaines? Pas vraiment. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc j'ai une classe de CM1 cette année. À Bagnolet, l'école est classée en REP. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas pu bénéficier de masques le premier jour. La première semaine même, nous avons également dû faire la demande de nettoyage et de désinfection du réfectoire parce qu'à savoir qu'il y a eu les élections municipales le week-end avant et donc il a fallu insister et redemander à ce que l'école soit nettoyée et désinfectée avant que l'on y arrive, avant qu'on y soit avec les élèves de Niente.
Et est-ce que vous pensez que ce que vous avez pu mettre en place en réclamant déjà des choses sous confinement, est-ce que vous pensez que cette méthode pourrait s'appliquer, en tout cas que la méthode évoquée là dans notre reportage et qui est suggérée par le président de la République et par le ministre de l'Éducation pourrait s'appliquer dans le cas d'un retour en classe de tous les élèves? Ça me paraît très compliqué. C'est-à-dire que là, j'ai 22 élèves dans la classe, j'ai vraiment hâte de les retrouver, ça c'est vraiment sûr et certain. Je sais qu'ils ont hâte aussi de reprendre l'école. L'école à la maison ne se passe pas toujours dans des conditions idéales. Les élèves n'ont pas tous accès aux mêmes choses, aux ordinateurs, etc. Maintenant, ce qui s'est passé pour les accueils de soignants et de soignantes, c'est que nous n'avions qu'une quinzaine d'élèves. Et déjà, avec la mairie de Bagnolet, nous avons eu des difficultés. La mairie a essayé de faire au mieux, mais elle découvrait également la situation en même temps que nous. Ils ont essayé d'être les plus réactifs et réactifs possibles, mais tout le monde s'est retrouvé à gérer de l'urgence. Et de l'urgence face à une situation sanitaire qui ne permet pas en fait de gérer dans l'urgence. Il faut que les choses se fassent de manière un peu plus anticipée pour essayer aussi d'assurer la sécurité des enfants qui nous sont confiés, mais également celle de leurs parents et celle des personnels qui vont intervenir avec ces enfants. Et on ne peut pas juste dire on va reprendre le 11 mai, mais sans nous expliquer dans quelles conditions, parce qu'on a besoin de rassurer les personnels face à cette situation sanitaire qu'on découvre aussi au fur et à mesure. Et il faut aussi rassurer les parents, rassurer les élèves qu'on va accueillir dans les écoles. Nous n'avions que 15 élèves et nous avons eu des difficultés à avoir assez de savon, à nettoyer le matériel utilisé. Les gestes barrières ne sont pas possibles avec des enfants de 3 ans. Ce n'est pas possible de les mettre en place. Ce n'est pas possible de dire à un enfant de 3 ans de ne pas se rapprocher des autres copains et copines qui veulent jouer avec lui, avec qui il veut jouer. D'autant que ça fera un certain nombre de semaines que les enfants ne se seront pas vus et ils n'auront qu'une hâte, c'est d'être réunis et on ne peut que le comprendre. Est-ce que vous aviez, petite dernière question sur ce point-là, est-ce que vous aviez pendant cette période des masques en nombre suffisant par exemple? On voyait dans le reportage que les personnels avaient des masques, est-ce que c'était le cas pour vous? Alors, pendant toute la première semaine où nous sommes intervenus, non. Des masques étaient disponibles pour les agents de la ville, mais pas pour nous parce que la mairie attendait que le ministère lui en fournisse. Le ministère n'en a pas fourni, donc la mairie a finalement décidé de nous en proposer. D'accord, les enfants n'en avaient pas et vous, il a fallu l'intervention municipale après un petit jeu de ping-pong. Marianne Collard, vous êtes militante à Sud Collectivité Territoriale, vous êtes, je l'ai dit, plutôt ATSEM dans l'Hérault, ce qui veut dire que vous vous occupez du soin quotidien des élèves de maternelle avec vos collègues. Est-ce que les mesures annoncées comme ça, par à coup, les petits groupes, la distance sociale, le lavage régulier des mains, vous semblent applicables dans des écoles pour des enfants qui ont entre 2 ans et demi et 6 ans, pour simplement parler des écoles maternelles? Non, ça me semble très difficile à mettre en place. Je ne sais pas si vous connaissez les classes de maternelle, mais tout est conçu pour des groupes. Il n'y a rien qui est individualisé. Il y a des tables pour des groupes, il y a des pots de crayons pour des groupes. Tout est conçu pour des groupes. Donc les enfants, on met un enfant sur une table de 6, ils sont pas à distance les uns des autres. Ils utilisent les mêmes crayons, ils sucent les mêmes crayons. C'est très compliqué de les mettre à distance. On peut leur faire laver les mains, oui, c'est sûr. On peut aussi essayer de leur demander d'avoir des gestes barrières, mais on ne pourra pas le tenir 6 heures par jour. Ça, c'est pas possible. Puis, il faut quand même... Oui. Non, allez-y. Oui, puis bon, il y a le problème du nettoyage. Il faut du personnel supplémentaire pour pouvoir nettoyer toutes les heures, comme on a vu dans ce reportage, des tables, des toilettes, etc. Et si on doit mettre en groupe de 8, par exemple, dans chaque salle, il faudra aussi
des salles supplémentaires et du personnel supplémentaire. Ce qui voudrait dire, par exemple, qu'une ATSEM pourrait être amenée à avoir la charge d'un groupe, par exemple, ce qui n'est pas normalement son rôle. Non, normalement, notre statut ne nous permet pas d'avoir la charge de certains groupes. Moi, je pense qu'on ne va pas faire de l'enseignement, on va faire de la garderie quand on va rentrer. Est-ce que vos employeurs sont les mairies, hein, je le rappelle, non pas le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on peut donc supposer aussi qu'il y aura peut-être des disparités territoriales importantes qu'on a déjà pu constater pour les éboueurs, les agents d'entretien, les employés des services techniques et sociaux. Est-ce que ça, c'est une crainte aussi que vous avez? Oui, tout à fait, parce qu'on voit que le gouvernement décide qu'on ouvre le 11 mai, et ce sont les collectivités territoriales qui vont mettre en œuvre. Et là, ça va dépendre du territoire. Dans certaines écoles, on aura de la place et des salles supplémentaires. On pourra mettre du personnel supplémentaire en utilisant, par exemple, les animateurs et les animatrices de centres de loisirs. Mais dans les collectivités qui n'ont pas de centres de loisirs, on va utiliser quel personnel? Dans les collectivités où les écoles sont petites, comment on va faire pour trouver des salles supplémentaires? C'est un risque de différence selon là où on habite, où on vit et où on travaille. Justement, oui. Il y aura une inégalité territoriale, comme c'est le cas déjà. Comme c'est le cas déjà. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que le droit de retrait puisse être appliqué? En tout cas, est-ce que vous, syndicalement, vous avez des remontées là-dessus sur des collègues qui disent qu'elles n'iront pas en anticipant les difficultés, sachant qu'il est déjà, c'est très compliqué, on l'avait écrit dans Mediapart, hein, de mettre en œuvre ce fameux droit de retraite dans la fonction publique, étant donné qu'il s'oppose au principe même du service public. Alors, nous, on portera le droit de retrait dans toutes les collectivités où les conditions ne sont pas réunies pour que la sécurité des agents soit correcte. Après, c'est difficile de le mettre en œuvre. Oui et non. Il y a eu beaucoup de communication du gouvernement pour dire que les fonctionnaires ne pouvaient pas se mettre en droit de retrait. Eh bien si, l'État, les collectivités territoriales doivent protéger la santé physique et mentale de leurs salariés. C'est un principe qui s'applique aussi à la fonction publique. Ouais, d'accord. Oui, on l'a déjà beaucoup vu, hein, mais bon, on va le reprendre un peu, ce discours présidentiel de lundi soir, là, puisqu'il répond en fait à une question qui s'applique à l'ensemble de la communauté éducative et qui répond à une interrogation pointée par les enseignants eux-mêmes, enseignants et enseignantes, c'est que le confinement aggraverait les inégalités scolaires et qu'il est donc temps d'y mettre un terme, ce qui est un sous-jacent de cette reprise du 11 mai. On regarde et puis on en reparle. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Saïda Jbia-Nicolin, au-delà des questions matérielles hein, qui se posent sur cette reprise, ce que dit le président de la République, c'est qu'il y a un risque de perdre des élèves. Est-ce que vous le disiez un peu tout à l'heure, mais est-ce que vos élèves ont décroché? Est-ce que certains ont, d'une certaine manière, disparu dans la nature? Et est-ce que ça pose, c'est vrai, ce confinement, un problème important, sachant que certains parents ne sont pas équipés en ordinateur, ne parlent pas toujours français, travaillent, ou même sont simplement de très mauvais pédagogues. Et donc, l'apprentissage est rompu. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de ce discours où moi j'ai l'impression que là les élèves, notamment les plus défavorisés, sont en train d'être instrumentalisés par le pouvoir au service justement des capitalistes qui veulent une réponse, une reprise rapide, qui veulent continuer à engranger des gains, qui veulent continuer à avoir de plus en plus d'argent possible. Et cette reprise ne doit pas se faire au détriment de nos élèves, de leur santé et de la santé des parents. Donc effectivement, les réalités, ce confinement, il a vraiment montré une différence justement entre les territoires, une différence aussi entre les enfants. Mais ce qu'on dénonce déjà depuis pas mal de temps,
oui, il n'y a pas un accès égalitaire au niveau des connexions à Internet, etc. Il y a des difficultés qu'on dénonce depuis un certain nombre d'années et ça ne permet pas justement à nos gouvernants de justement nous mettre en danger pour essayer de justifier une reprise rapide. On a tous les enseignants et enseignantes ont les classes avec les élèves, c'est indéniable. Mais il faut que cela se fasse dans des conditions optimum. Il ne faut pas aussi mettre en danger. Nous avons des enseignants qui ont des maladies chroniques. Nous avons des élèves aussi qui ont des maladies chroniques. Il en est de même pour des parents d'élèves. Est-ce que le ministère compte mettre en place un dépistage systématique et régulier des personnels et des élèves? Ça, ils n'en ont pas parlé. Est-ce qu'il va y avoir un plan de suivi sanitaire justement des personnels et des élèves? Ça, le président n'en a pas parlé. On veut qu'il y ait à court terme une médecine de prévention pour pouvoir justement assurer cette mission de soins, de nettoyage, de prise de conscience aussi de ce que nous devons mettre en place face à ce nouveau virus. Il faut qu'il y ait du matériel de protection nécessaire, que ce soit des masques, des gels. Est-ce que tout ça sera disponible le 11 mai? Ça, ils n'en ont pas parlé. Combien d'élèves nous allons avoir? On ne le sait pas. Comment ça va se passer dans le réfectoire? Est-ce qu'il y aura des demi-pensionnaires ou pas? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'on va accueillir aussi les enfants qui ont des maladies chroniques? Ils n'en ont pas parlé. Et du coup, comment on fait pour ces difficultés que le président a l'air de découvrir un peu et qu'on ne cesse de dénoncer depuis des dizaines et des dizaines d'années? On veut plus de moyens, on veut qu'il y ait une médecine scolaire, voilà, ce sont des revendications qu'on porte depuis des années, comme c'est le cas pour le milieu hospitalier, et nous ne sommes pas entendus. Donc, juste nous dire, reprenez le 11 mai et mettez-vous en danger, mettez les élèves en danger, il n'en est pas question. Cécile Butiger. Sauf si il y a des moyens supplémentaires qui sont mis en place. Pardon. Pas de souci. Effectivement, ça repose des questions qui sont anciennes. Vous parliez de la médecine, de la médecine scolaire, de la prévention scolaire, de l'accompagnement social aussi des élèves, du manque chronique d'assistantes sociales, d'infirmières scolaires, de psychologues. Et ce n'est pas un problème nouveau. Mais Cécile Butiger, vous êtes vous professeure de français dans un lycée de Marseille, je le disais, donc syndiqué au SNES. La question de la reprise dans le secondaire, collège, lycée, est alors encore plus incertaine, je dirais, que celle dans le premier degré. Mais est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce que dit le président de la République? Est-ce que vos élèves sont sortis du radar? Et est-ce qu'il s'agit là, comme semble le suggérer Saïda, d'une forme d'instrumentalisation finalement d'un problème qui est chronique? C'est ce que disent Saïda c'est-à-dire qu'on a rencontré exactement les mêmes problèmes, que ce soit dans le primaire, au collège ou au lycée, on manque de moyens. Ce qui va être compliqué, c'est la mise en place, c'est-à-dire qu'on manque de moyens, on manquait de moyens avant le confinement. Je ne vois pas comment on va pouvoir retourner à l'école et faire cours dans des conditions satisfaisantes à partir du 11 mai, c'est-à-dire que là, par exemple, avant le confinement, les élèves n'avaient pas de savon dans les toilettes, n'avaient pas de papier toilette. Est-ce que ça va être mis en place? Enfin, ce sont des questions vraiment pratiques. Les agents ne sont pas suffisamment nombreux pour proposer une hygiène satisfaisante dans tout l'établissement. Est-ce qu'on va doubler, tripler les moyens? Parce que c'est ce qu'il faudrait. On travaille dans un grand lycée, on est nombreux, il y a beaucoup d'élèves. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les lycéens vont réellement reprendre le chemin de l'école? Parce que comme il n'y a plus de notes, le bac est donné quasiment à tous les élèves de terminale, puisque ils ne vont pas passer des épreuves. Il y a le bac de français à préparer aussi, donc je ne sais pas, l'oral du bac de français, je ne sais pas dans quelles conditions on va pouvoir le faire passer à nos élèves. Tout ça me paraît vraiment compliqué. Une CPE, conseillère principale d'éducation en Bretagne, que j'avais hier au téléphone, me disait ce que vous dites, c'est-à-dire les établissements ne sont pas adaptés, on ne pourra pas demander aux collègues malades, enceintes, avec des enfants petits de venir. Et par ailleurs, les ados ne sont pas plus contrôlables que les petits. Ils toussent, ils touchent, ils s'embrassent, ils se chahutent. C'est un âge où
voilà, où on se saisit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est vrai qu'il y a cette idée que ça va être très compliqué en maternelle, mais finalement, pour des élèves plus grands, on va pouvoir les diviser, faire des petites classes et les mettre à distance. Non, je suis d'accord avec ma collègue CPE. Effectivement, les adolescents ont un rapport très physique, très frontal entre eux. Et puis de toute façon, après, il y a aussi quand ils changent de cours toutes les heures, c'est pas comme en primaire ou comme en maternelle où ils ont une classe dans laquelle ils restent toute la journée. Là, ils vont changer toutes les heures. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir du chahut dans les couloirs qui sont étroits. Et puis, effectivement, il y a aussi une forme d'insouciance et d'inconscience chez certains élèves, ce qui est normal, hein, c'est tout à fait leur âge, mais ils ne vont pas prendre la mesure peut-être de l'importance de respecter certains gestes barrières, etc. Et déjà, avant le confinement, on voyait bien qu'il y avait des tensions auprès des élèves qui étaient méfiants les uns des autres. Il y avait des clans qui se créaient. Enfin, il y avait vraiment une ambiance qui n'était pas sereine. Et je ne vois pas comment on pourrait retourner sereinement à l'école. Pour moi, c'est inenvisageable de retourner le 11. Je vois vraiment pas comment. Pour vous, c'est inenvisageable de retourner le 11. D'accord. Et cependant, quelles conséquences quand même aurait sur le plan pédagogique, mais pas seulement, d'une certaine manière, sur la sociabilité, enfin, sur quelles conséquences sociales et même affectives y aurait-il à une rupture de l'année sans reprise avant septembre prochain? Vous me disiez avant l'émission, ce qui manque, c'est la classe, quoi. Ce qui manque, c'est le groupe. Et j'imagine que c'est vrai aussi pour les élèves. Est-ce que ça doit rentrer dans la balance? Alors, je n'ai pas tout entendu votre question, mais moi, il me semble que ce qu'on fait de toute façon depuis le déconfinement, c'est maintenir un lien avec les élèves, bien plus que réellement un enseignement satisfaisant et un enseignement de qualité. Et effectivement, les élèves sont demandeurs d'échanges avec leurs enseignants, avec aussi parfois entre eux. On voit bien que les liens se délitent entre les élèves. Et effectivement, à ce niveau-là, ça pourrait être important, bien plus qu'au niveau de l'enseignement proprement dit. Mais si après il y a de la méfiance, je pense pas que ce soit un échange de qualité. Mais après, on sait très bien que de toute façon, à l'école, les élèves ont bien plus qu'un enseignement scolaire et l'apprentissage se fait sur tous les plans. Et c'est vrai que les adolescents s'ennuient, sont demandeurs de retourner à l'école, mais il faut vraiment que ce soit dans de réelles conditions. Ce n'est pas vraiment honnête de dire que nous allons faire de l'école pendant un mois et demi. Le mois et demi qui va nous rester, je ne pense pas que ce soit possible. En plus, si les notes de confinement ne comptent pas, ça veut dire que beaucoup de collègues vont mettre des évaluations pour avoir des notes sur le troisième trimestre. Donc, les élèves vont rentrer pour être évalués, alors qu'ils auront l'impression de n'avoir été qu'évalués pendant la période de confinement, parce que c'est aussi une façon de contrôler leur présence et leur assiduité à distance. Saïda, est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est vrai, un risque d'une certaine manière sociale à rester trop longtemps chez soi sans avoir une lecture simpliste du foyer égale danger, école égale paradis, mais on sait que la période, ce huis clos qui dure, est propice aussi à l'isolement, aux violences conjugales, familiales. Est-ce qu'il s'agit, dans cette perspective, de desserrer l'étau, ou est-ce que, vous l'avez dit un peu déjà, pour vous, il s'agit surtout de permettre aux parents de retourner au travail? Là, il va y avoir 12 millions d'élèves à qui on demande justement de réintégrer les écoles et les établissements scolaires. Ce dont on doit être sûr avant tout, c'est que ça se fasse au mieux pour ces enfants et pour ces familles. Donc oui, certes, on a essayé, l'ensemble des collègues ont essayé de faire au mieux pour maintenir le lien, comme l'expliquait Cécile tout à l'heure. On a essayé de garder le contact, on a essayé de faire au mieux, mais avec les moyens du bord, en découvrant petit à petit aussi les difficultés que pouvaient rencontrer certaines familles. Et tout cela, malheureusement, ce n'est pas en réouvrant les écoles le 11 mai de manière un peu désorganisée que ça va se résoudre.
Ce sont des choses qu'il faut penser en amont, qu'il faut essayer d'anticiper. Il faut essayer aussi d'entendre la parole des personnes qui sont sur le terrain et qui affrontent aussi cette réalité depuis des années. Il faut aussi faire en sorte d'entendre ces personnes-là et de prendre en compte aussi les conseils qu'elles peuvent apporter. Il faut que M. Blanquer écoute aussi ce qu'ont à dire les enseignants et enseignantes et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, parce qu'on a l'impression de ne pas être écouté, et à juste titre depuis quelques années déjà. C'est sûr que la reprise est importante, mais pas dans n'importe quelle condition. On ne peut pas dire à 12 millions d'élèves, vous allez reprendre, mais pas tous. On ne sait pas comment. Les enseignants vont vous accueillir, mais ceux qui ne pourront pas venir à l'école, il y aura quelque chose de spécifique pour eux. Qui va organiser ce spécifique? Qui va gérer tout ça? Je pense qu'il faut à un moment donné se poser et dire, bon ben, les conditions sanitaires font que pour l'instant ce n'est pas possible, de dépistage il n'y en a pas, j'en suis même personnellement à me demander si justement cette réouverture des écoles n'est pas un écran de fumée pour essayer de masquer, sans vouloir faire de jeu de mots, mais pour essayer justement de cesser de parler de ce manque de masques, de ce manque de respirateurs, de ce manque de lits en réanimation, de médicaments et toutes ces difficultés en fait qui sont très problématiques et qu'on est en train de rencontrer. Est-ce que c'est pas une manière justement, voilà, on est juste en train de parler de la réouverture des écoles, mais les conditions sanitaires dans les hôpitaux et les conditions d'accueil des malades, elles vont se détériorer si jamais les personnels soignants n'ont pas le matériel qui leur est nécessaire pour assurer justement la survie des gens et les maintenir en bonne santé. Vous disiez, est-ce qu'on entend, Saïda, est-ce qu'on entend au moins ce que les professionnels sur le terrain ont à dire dans le flot des échanges, des mails qu'on a reçus? Une enseignante du primaire proposait ceci pour sortir du strict débat sur l'intérêt du déconfinement, faire la transparence sur les contaminations, vous l'avez dit, faire des tests massivement, prioriser aussi les enfants accueillis, avec le risque, c'est ce que vous disiez Marianne, de se tenir à une fonction de garderie, mais aussi peut-être enseigner en plein air, transformer en fait la façon de faire école, mais pour ça, encore faut-il être consulté. Est-ce que vous, par exemple, Marianne, vous êtes syndicaliste? J'imagine qu'il y a l'équivalent des CSE, enfin des réunions avec des instances de représentation du personnel dans les collectivités territoriales. Est-ce qu'on consulte les professionnels de l'ATSEM à l'enseignant, au directeur d'établissement pour savoir comment on va s'organiser en ce moment? Alors là, c'est très variable selon les collectivités. Nous, on demande un CHSCT, c'est-à-dire le comité hygiène, sécurité, santé au travail, depuis 1 mois et on ne l'obtient pas. Et là, on va demander un CHSCT de déconfinement pour essayer d'organiser le déconfinement pour la santé des agents. Aujourd'hui, on n'est absolument pas consulté sur le détail, parce que c'est ça qui est important quand on travaille, c'est de savoir dans quelles conditions, poste par poste, on va pouvoir avoir des conditions correctes. On est très peu consulté, on est mis au courant plutôt, mais pas consulté. D'accord. Mis au courant, c'est ce que je disais, parfois avec énormément de retard. Cécile, à Marseille, de la même manière, je suis pas professeure, donc je sais pas comment ça fonctionne, mais est-ce que l'inspection académique vous envoie un message en vous demandant qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes 35 élèves par classe habituellement, est-ce qu'on pourrait faire des groupes? Comment? Est-ce qu'il y a une forme de prise en compte de votre parole? Alors moi, j'ai l'impression que l'inspection est vraiment dépassée par la situation, hein, tout comme nous. En fait, ils tâtonnent. Et je trouve qu'on a très peu d'échanges. On a eu quelques mails depuis le début du confinement. Depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron, sa dernière prise de parole, on n'a eu aucune nouvelle, que ce soit de l'établissement, que ce soit de l'inspection, du rectorat. On a rien eu et je n'ai pas vraiment l'impression qu'on soit dans un dialogue. J'ai l'impression qu'on est plus là pour exécuter ce qui a été décidé en amont que pour dialoguer, pour être rendu. Et en fait, il me semble, moi, que ce que nous vivons aujourd'hui devrait servir pour réfléchir autrement, parce qu'on se rend bien compte des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Et là, elles sont vraiment mises à jour. C'est-à-dire que
les différences entre les élèves, les écarts entre les élèves, ce sont les écarts que nous rencontrons en classe, et quand on est avec 35 élèves, eh bien, il y a forcément des élèves qui sont mis de côté. On ne peut pas c'est difficile de prendre en compte les 35 élèves. Et donc, en fait, le confinement ne fait que confirmer ce qu'on vit au quotidien. Justement, pour finir, je voudrais vous faire peut-être réagir sur quelque chose qui dépasse le confinement, puisqu'il est de bon ton là en ce moment de réfléchir à l'après dès aujourd'hui. Ce que ce retour à l'école pose, c'est la question aussi du fonctionnement de notre économie, de notre société, très tournée vers le travail, mais c'est aussi cette injonction au programme, à l'apprentissage, à marche forcée parfois. Le groupe départemental parisien de l'ICEM, donc qui défend une pédagogie freinée à l'école publique, écrivait ceci que je trouve assez intéressant à discuter. Il faut d'abord faire le deuil dans cette période, finalement, de l'injonction à avancer dans les programmes. La progression des apprentissages repose sur le désir des enfants qui naissent de l'émulation collective, ce que la classe coopérative sait stimuler. En fait, est-ce que peut-être Saïda, Marianne, Cécile, pour conclure, est-ce que ça vous repose des questions, manifestement oui, sur l'école, en fait. À quoi sert l'école? Saïda, peut-être? Alors, par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'est vraiment intéressant et effectivement, ça interroge et un temps est nécessaire aussi aux équipes pour peut-être se retrouver et essayer de voir comment ressortir aussi plus fort des temps difficiles que nous sommes toutes et tous en train de vivre en ce moment, que ce soit nous, nos élèves, leurs familles, et essayer de repenser les apprentissages, de repenser aussi les différentes approches qu'on peut avoir vis-à-vis de nos élèves. Et oui, c'est clair que à la suite de ce confinement, des temps seront vraiment les bienvenus pour pouvoir repenser un peu toute notre pédagogie. Marianne, peut-être un mot justement sur qu'est-ce que pourrait être l'école et pas seulement par la parole des enseignants, mais par la parole de tous ceux qui la font tourner. C'est un peu difficile d'imaginer aujourd'hui, dans ces conditions de confinement, ce que pourrait être l'école. Pour l'instant, pour moi, l'école, c'est l'école des élites. Et ce confinement, il met en avant que cette école, c'est toujours l'école des élites et que ce sont les élites qui vont s'en sortir parce qu'ils peuvent télétravailler, ils ont les moyens d'avancer et finalement, l'école ne leur sert pas tellement à grand-chose. Et on est en train de nous dire que c'est le lieu de la socialisation, l'école, et que c'est pour ça qu'il faut que les enfants reviennent à l'école. Moi, je pense que c'est surtout pour que leurs parents retournent au travail. Mais c'est le prétexte qu'on nous donne aujourd'hui. Donc, si c'est un lieu de socialisation, il faudra peut-être à l'avenir le penser d'abord comme ça, et peut-être pas uniquement sur un lieu où on forme les élites de la nation. Cécile, un dernier mot peut-être? Oui, vous parliez des programmes dans votre question, vous interrogez les programmes. Je pense qu'il faut qu'on en fasse le deuil, d'autant plus qu'au lycée, on a quand même essuyé cette année la réforme du lycée, la réforme du bac, qui a été très, 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 très compliquée. Et justement, je pense qu'il faut revoir, comme disait Marianne, la structure de l'école, penser l'école différemment. Et ça passe notamment par les enseignants. Ce nouveau bac avait tendance à être un bac d'établissement, et c'est tout à fait ce qui va se passer avec le bac de cette année, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un élève qui aura eu un bac dans un lycée, dans un bon lycée de centre-ville, n'aura pas la même valeur qu'un élève qui aura eu un bac dans les quartiers nord, par exemple. Et ça, on a tendance à le cacher, mais c'est quand même ce qui est en train de devenir l'école avec cette réforme du lycée qui est très douloureuse à la fois pour les enseignants, pour les élèves et je pense aussi pour leurs parents.
Et donc le confinement n'ensevelit pas l'ensemble des questions scolaires, éducatives et celles qui concernent le monde enseignant et les enfants. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre présence. Je vais passer la parole maintenant à nos amis des confinautes. Tu m'entends ? Ouais, je suis outré, indigné par ce qui se passe. Ah oui ? Mais bon, normalement on est immunisés, nous, donc c'est pas un truc qui se passe à la tête de l'État, ça doit être autre chose. Ah ouais, en effet. Ballotine de laitue braisée glacée au fond de veau. Le mec revient avec ça, alors que Nastasia, elle a fait un vrai plat avec des vrais accompagnements et tout, et elle se fait virer, mais elle est où la gastronomie française ? Elles sont où nos traditions ? Ouais. Et toi, tu mangeais quoi quand tu regardais Top Chef ? Ah oui, une pizza surgelée. Mais ça a rien à voir. T'écoutes ce que je dis un peu ? Bon, l'heure est grave, une multinationale toute puissante a décidé de bouder la France. Ouais, parce qu'on les a vexés. Petit rappel, pendant que vous avez pas le droit d'aller voir votre famille ou votre plan cul, Amazon a le droit de réunir parfois jusqu'à 500 personnes dans des entrepôts pour livrer dans toute la France des chaussettes Naruto ou le dernier bouquin de Caroline Fourest. On parle de choses dont le pays pourrait clairement se passer. Oui, bah va falloir au moins pendant 5 jours parce que suite à une décision de justice du tribunal de Nanterre, Amazon a décidé de fermer ses entrepôts. Voilà, ils font un caca nerveux. Et c'est pas du tout ce qu'avait demandé le tribunal parce qu'eux, ils demandaient juste une mise aux normes sanitaires et ils prévoyaient des amendes si Amazon continuait de livrer des produits non essentiels. Ouais, et si on vous en parle aujourd'hui dans les confinautes, c'est que cette annonce d'Amazon de fermer ses sites, ça a fait beaucoup réagir sur internet. Faut dire que niveau relations publiques, la firme de Jeff Bezos a fait fort, ils ont fait un thread Twitter pour cancel les syndicats. Est-ce que tu peux nous lire le tweet le plus énervant par exemple ? Bah ouais, tout à fait, je vais prendre la voix off que j'aime bien. Cette semaine, nous demanderons aux employés de nos centres de distribution de rester chez eux. À plus long terme, nous évaluons l'impact de cette décision pour eux et notre réseau logistique français. Ils sont clairement en train de faire du chantage à l'emploi, et franchement, ils sont pas les mieux placés pour faire ça. Selon notre camarade le secrétaire d'État du peuple Mounir Majoubi, quand Amazon crée un emploi, il en détruit 2. On parle de 7900 emplois perdus, et c'est eux qui viennent faire du chantage à l'emploi ? Mais qui se barre ? Allez-y, je vous en prie. Si vous voulez vous passer du chiffre d'affaires français, allez-y. En 2018, c'était 4,5 milliards d'euros que vous vous êtes fait chez nous. Donc, si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous casser, on vous emmerde ! Voilà une réaction saine et raisonnable. On rappelle qu'Amazon c'est pas un service essentiel, c'est simplement une entreprise de commerce et de logistique. Mais à lire certains sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on leur a coupé l'eau courante. Super ! La pièce nécessaire au fonctionnement de mon micro-ondes étant non essentielle, les gosses vont devoir manger leur petit déjeuner froid jusqu'à la fin du confinement. Non mais attends, lui c'est réparer un micro-ondes mais il est pas foutu de faire chauffer du lait dans une casserole ? Ouais mais attends, si tu fais chauffer dans une casserole, ça fait la peau du lait, tu sais, la peau dégueu, après faut l'enlever là. Un exemple très bête, ma fille de 4 ans n'a plus de pâte à modeler. Elle en fait beaucoup depuis 1 mois. À Leclerc, pas de produit en question, rupture de stock. Bien heureusement qu'il y a Amazon. Je lui ai repris 24 pots. 24 pots ? Mais elle se les envoie à la petite cuillère, ces pots de pâte à modeler ou quoi ? 24 pots ! Attends, j'ai une version plus bourgeoise aussi si tu veux. Ah non mais vas-y ! J'ai besoin de cordes de violon et il n'y a pas de magasin de musique dans mon patelin. Je vais faire comment ? Eh ben elle a sans doute un chat, donc elle peut faire à l'ancienne, elle a qu'à étriper son chat. C'est du boyau de chat les cordes de violon. Alors justement j'ai vérifié, c'est pas possible parce qu'il faut 3 chats pour crafter un jeu de cordes de violon. En tout cas c'est ce qui est écrit sur le site de ce luthier. Pour ma part je fais confiance à Baptiste, inventeur des nouvelles cordes en boyau, passionné de musique et ami des animaux. Vous regarderez plus jamais Renaud Capuçon de la même manière. Donc tout le monde va se calmer, parce que là, on parle de vies humaines qui sont en jeu parce que des conditions sanitaires étaient pas respectées. C'était tellement n'importe quoi que même Pénico, elle avait gueulé. Pénico ! Donc là, on compte sur elle, maintenant, va falloir qu'elle monte au créneau, qu'elle prenne son pénicoptère et qu'elle aille voir Jeff Bezos pour faire respecter cette décision de justice. Pénicoptère, très bien. Et on n'est pas encore vendredi. Allez, à demain. Merci Usul et Cotentin. Mathilde, à la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Avec plaisir. D'ici là, portez-vous bien, tous et toutes. N'hésitez pas à nous écrire à alairlibre@mediapart.fr. Bonne soirée à tous et à toutes.